Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, on a parlé de mes semaines, on a parlé de divers réalisateurs, on a parlé de jeux. Et si on parlait de studios de production de cinéma, et si on commençait par un studio assez méconnu, Pixar. Pixar est créé à l'origine en 1979. À l'époque, il s'appelle Graphics Group et c'est un service qui appartient à Lucasfilm. Ils sont rachetés en 86 par Apple et finissent par devenir indépendants aux alentours de 95. Leurs longs métrages seront alors généralement produits en collaboration avec Disney. Le studio sera racheté en 2006 par Disney justement. Sans revenir en détail sur toute l'histoire de Pixar, qui est notamment à créer un ordinateur entre autres avant d'exploser dans l'animation, on va revenir sur les débuts dans l'animation de Pixar, et notamment par le biais de courts-métrages. Si c'est en 84 qu'ils sortent leur dernier court-métrage, alors qu'ils sont encore une division de Lucasfilm, Les aventures d'André et Walibi. On les retrouve en 86 avec Luxo Junior, court-métrage qui est assez reconnu. Puis on les retrouve en 87 avec Red's Dream. Puis on les retrouve en 88 avec Teen Toy, un film d'ailleurs au passage réalisé par John Lasseter qui était aussi le réalisateur de Luxo Junior et Red's Dream. Pour les aventures d'André Walibi, c'était Alvy Ray Smith qui avait réalisé le film. Et on finit en 89 avec Nick Nack. Au passage, on remarquera que tous ces courts-métrages montrent déjà certaines qualités, et hormis Teen Toy, que je trouve limite glauque, à cause d'une animation vraiment pas au top, pour le reste, c'est des courts-métrages qui sont tous plutôt réussis. Et c'est donc en 1995 que Pixar ose le passage au long métrage avec Toy Story. C'est aussi la première fois que John Lasseter dirige un long métrage après avoir dirigé quelques courts. Il sera aussi crédité au scénario en compagnie d'autres personnalités. On note notamment Andrew Stanton, un réalisateur de talent dont l'échec de John Carter a coûté une bonne partie de sa carrière, Pete Docter qui réalisera plus tard Vice Versa entre autres, Joe Ranft qui réalisera lui Cars, et ils seront assistés entre autres de Joss Whedon avant de réaliser Avengers. Le bonhomme a donc co-scénarisé Toy Story. Et au passage, on pourra noter d'autres noms qu'on retrouvera sur plusieurs films par la suite, plusieurs films de Pixar, que ce soit Kelly Asbury, Jill Colton, Ralph Eggleston ou encore Lee Unkrich. Et pour un premier long, l'équipe se paye un casting en version originale de rêve. On y croise Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Jim Varney, Wallace Shawn, John Ratzenberger, on verra à peu près dans tous les films de l'équipe par la suite. La VO est vraiment grandiose. La VF n'est pas moins bonne avec des spécialistes du doublage tels que Jean-Philippe Puy-Martin, Richard Darbois, Henri Guibé, Patrick Préjean, Donald Renew, Christophe Lemoine, Marc Alphos ou même Charlie Couture. On va revenir rapidement sur l'histoire du film. Donc c'est Woody, un jouet, un cow-boy, qui est le jouet préféré du petit Andy. Celui-ci va recevoir un autre jouet à Noël, Buzz, un jouet spatial. Et entre lui et Woody, ça va pas forcément toujours très bien se passer. Dès ce premier film, Pixar décide de parler de sujets importants, notamment de l'attachement.
d'une forme de nostalgie qu'il faut parfois laisser s'éloigner. On a ici un film qui est drôle, qui est extrêmement touchant, et qui est surtout super bien foutu. La technique d'animation est parfaitement maîtrisée par le studio, qui déjà montre un souci du détail assez incroyable. Alors si revoir le film aujourd'hui montre quelques failles, et si en comparaison des films les plus récents du studio, on peut remarquer que c'est pas forcément aussi propre, reste que ce Toy Story c'était déjà un véritable exploit. Un exploit qui a coûté environ une soixantaine de millions de dollars au studio et qui en a rapporté presque 400, ce qui est quand même pas rien. Ils ne peuvent pas me faire ça, pas moi. Dépasse l'imagination. Shérif, c'est pas le moment de paniquer. C'est l'occasion rêvée de paniquer. L'histoire de deux équipiers qui vont découvrir qu'ils ont l'étoffe des héros. J'ai même pas mal. Attrapez. Prochain arrêt, ennemi. Direction l'infini et au-delà. Toy Story. Buzz, tu pourrais venir me donner un coup de main? Très amusant, Buzz. Je ne plaisante pas. Et 2 ans après, Pixar inaugure ce qui deviendra une habitude pour le studio, c'est-à-dire la sortie de courts-métrages, notamment ici avec un des courts-métrages les plus connus du studio, Le Joueur d'échecs. Un court tellement réussi qui remportera même un Oscar du meilleur film d'animation en version courte évidemment, et qui aujourd'hui fait sûrement partie de ceux qui sont les préférés par le public. En 1998, John Lasseter et Andrew Stanton font équipe pour réaliser Mille et une pattes. Mille et une pattes met en scène Tilt, une fourmi qui détruit la récolte de la saison, ce qui ne plaît pas aux borgnes, une sauterelle qui, avec sa bande, vient racketter les fourmis tous les ans. Forcément, la sauterelle promet de revenir l'année d'après pour collecter le double de sa ration habituelle. Tilt va alors partir à la recherche de mercenaires pour lutter contre les sauterelles plutôt que de leur donner raison. Une nouvelle fois, l'équipe se paye un joli casting en VO, avec Kevin Spacey, Dave Foley, Julia Louis-Dreyfus ou encore Hayden Panettiere, et un casting qui a de la gueule aussi en VF, puisqu'on y retrouve Thierry Vermut, Marie Vincent, Dominique Collignon-Morin, Bernard Allan, Patrick Poivet, ou même des petites voix pour Christophe Lemoine, Jean-Philippe Puy-Martin ou encore Emmanuel Curtil. Et pour avoir revu le film récemment, il faut reconnaître que de tous les films Pixar, c'est sûrement celui qui a le plus vieilli. Non pas que ce soit un mauvais film, mais c'est un film qui se montre moins touchant que les autres. Par contre, il reste toujours relativement drôle. Mais on s'attache un peu moins au personnage de ce film-là. Fait, aussi étrange que ça puisse paraître, de Mille et une pattes, je garde un plus grand souvenir du jeu sur PS1 que du film. Non pas que je me souvienne pas du film ou que je l'apprécie pas, juste que je le trouve moins réussi qu'un Toy Story ou que les films qui vont suivre. Et je trouve même que de tous les films Pixar, c'est un des moins réussis. Reste qu'on se souvient tout de même du faux générique à la fin du film qui était hilarant, et que ça reste un divertissement tout à fait honorable. Des acrobates. Mais qu'est-ce que c'est que ceci? Walt Disney Pictures présente un film des studios d'animation Pixar. Pour la colonie et toutes les fourmis opprimées du monde entier. Salut, mademoiselle Poil aux pattes. Du vent, maintenant vous vous tirez. Mille et une pattes, bientôt en vidéo. Hey, coupez les gaz. À peine un an après Mille et une pattes sort Toy Story 2, la suite donc du premier film, après des petits soucis vis-à-vis de Disney. En effet, pendant plusieurs mois, Disney développe le film et doit le sortir directement en vidéo. John Lasseter tombe sur le scénario et le trouve tellement mauvais qu'il demande à Disney le droit de réaliser lui-même le film en un temps record. Assisté de Ash Brannon et Lee Krish, il réalise un film qui raconte l'histoire donc toujours de Woody, qui est cette fois-ci kidnappé par un collectionneur. Il découvre alors qu'il est d'une grande popularité et va décider de délaisser Andy.
Le problème, c'est que ces amis ne l'acceptent pas et donc vont traverser la ville pour le ramener chez leur propriétaire. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en peu de temps, l'équipe a réussi à développer avec Toy Story 2 un film encore meilleur que le premier, encore plus drôle, encore plus touchant, et avec des personnages toujours plus attachants. Au niveau du casting vocal, on retrouve des petits nouveaux, notamment Johan Cusack et Kelsey Grammer, et une VF toujours aussi impressionnante. Et malgré le peu de temps de développement accordé au film, il dure quand même 1h30, et il paraît jamais de trop. En fait, à ce moment-là, on se demande même si Pixar n'est pas finalement le studio qui ne réalisera qu'une seule franchise, Toy Story. Chose qui sera heureusement démentie dès le film suivant. Et qui c'est le héros? C'est Woody. Mais ils voudraient bien rentrer chez eux. Chaud devant, Buzz l'éclair à la rescousse. En un seul morceau. Mais on l'a déjà fait, ce rayon. Si on avait fait un rayon rouge, je le saurais. Stop, recule, recule. Je suis Barbie hôtesse. Je suis une patate mariée, je suis une patate mariée. Je procède au largage de la prise murale. Il va pas le faire. Un, Il va le faire. Ya. deux, Yes, les gars. trois. Toy Story 2. Pile comme le vent, pile voilà. Ah. Mais avant de sortir le film suivant, en 2000, Pixar sort un court-métrage, Drôle d'oiseau sur une ligne à haute tension, court-métrage plutôt rigolo. En 2001, Pixar revient avec Monstres et compagnie. L'histoire se déroule à Monstropolis, une ville qui est habitée uniquement par des monstres, et qui fonctionne grâce à une énergie, les cris des enfants terrifiés. Celui qui en ramène le plus, c'est Sully, c'est une vraie terreur d'élite qui fait peur à tous les enfants. Et il est assisté de Bob, une espèce de petit cyclope vert qui lui ne fait peur à peu près à personne. Sauf qu'un jour, Sully rentre dans la chambre d'une enfant, et il la découvre vide. Quand il se retourne, il se rend compte que l'enfant l'a suivi dans le monde des monstres, et Sully est terrifié par l'enfant puisqu'ils sont considérés comme étant toxiques. Et voilà le pitch de base d'un film qui décide d'inverser les rôles, et qui va fonctionner à toute blinde. Déjà parce qu'il y a une créativité folle dans l'élaboration des monstres, et en fait un amour fou des monstres tout simplement, et surtout la capacité de développer un enfant qui soit adorable et qui rende l'histoire belle, touchante et très drôle une fois de plus, avec certains personnages assez effrayants. Et encore aujourd'hui, toute cette créativité, toute cette inventivité autour de Monstres et compagnie, ça en fait un des films les plus réussis de Pixar, un des films les plus appréciés de Pixar, point qu'il a eu le droit à une suite bien des années plus tard. Reste que ce film-là, pour le coup, n'a absolument pas vieilli et qu'il a prouvé que Pixar, c'était pas que Toy Story, ils étaient capables de développer d'autres choses et d'autres choses de grande qualité. J'ai toujours rêvé d'un animal de compagnie. Mais pour faire des câlins. Je compte jusqu'à Ouais, demain on tente le 2. Monstres et compagnie. La comédie musicale. On fait peur aux enfants par tous les temps. En été, en automne, au printemps, découpé. Suite à ça, en 2003, ils sortent un nouveau court-métrage, Saute-Mouton. Bien souvent, la vie change. Voici l'histoire étrange qui s'est passée il n'y a pas si longtemps. Dans une haute plaine où chantent les mésanges à l'abri de la neige et du vent. Là vivait un En mec... 2002, Pixar lance un nouveau concept, ce sont des compléments
à leurs films déjà sortis, donc des courts liés aux films qu'ils ont déjà sortis. Le premier, ce sera Mike's New Car. En 2003, Pixar enchaîne avec un nouveau film, Le Monde de Nemo. Le Monde de Nemo, ça raconte l'histoire de Nemo, donc, dont le père s'appelle Marin. Et en fait, le personnage principal, ce sera surtout Marin qui va partir à la recherche de Nemo après que celui-ci ait disparu. Au passage, il va croiser tout un tas de personnages, dont Dory, un poisson qui a des pertes de mémoire immédiates. Le film sera évidemment une nouvelle fois un grand succès. Il a coûté 134 millions de dollars environ et il est à presque rapporté aujourd'hui 1 milliard de dollars. Autant dire que la réussite est totale. Il faut dire qu'il réunit tous les ingrédients des films Pixar, l'humour, l'émotion, et une VF et une VO de grande qualité. Pour commencer par la VO, on y trouve notamment Albert Brooks, Ellen DeGeneres, Alexander Gould, Willem Dafoe, Allison Janney ou encore Geoffrey Rush. Pour la VF, on va trouver des habitués des VF, des comédiens de doublage, Céline Monsara, Richard Darbois, Dominique Collignon-Morin, Medondo, Nicolas Marié, ou encore Emmanuel Jacomi, Patrick Préjean, ou encore Jérôme Powell. Mais aussi quelques acteurs invités tels que Samina Seri, David Ginola ou encore Franck Dubosc qui fait un excellent travail pour le coup. Alors, globalement, le film est très bon, je lui reprocherais juste d'être simplement une suite de rencontres de manière générale. Ça limite un peu parfois l'impact du film, mais de manière générale, c'est encore une réussite pour les studios Pixar. Présente un film des studios Pixar. On va l'aider à s'évader. Diabo, Nemo, Diabo! Ton père a affronté tout l'océan pour te retrouver. J'arrive, Nemo! Moi, j'ai jamais connu mon père. L'heure, mon grand, ça fait du bien. Je me sens pas très bien. Eh, t'es gentil, tu gères pas sans ma carapace. Il faut le voir À l'abordage! pour le croire. Élégant. Le monde de Nemo. Accrochez-vous! Alors que jusqu'ici Pixar a surtout fait confiance à des artistes maison pour développer ses films, ils vont faire appel à Brad Bird pour le développement de Les Indestructibles en 2004. L'essor des films de super-héros a alors commencé, et Brad Bird va sûrement réaliser un des plus intéressants du genre, tout en animation. Alors que les dégâts collatéraux causés par les super-héros font beaucoup parler d'eux, la famille indestructible se retrouve mise à la retraite. Ils reprennent donc une vie tout à fait normale, avec des petits boulots, jusqu'au jour où un super méchant débarque, et ils vont devoir reprendre du service. Le sujet des dégâts collatéraux causés par les super-héros est revenu plus récemment sur le devant de la scène, notamment avec le Man of Steel de Zack Snyder, mais il était donc déjà traité bien avant par Brad Bird qui a toujours eu un coup d'avance sur les autres. Ici, il se sert de pouvoirs relativement classiques, c'est presque un 4 Fantastiques version Pixar qu'il met en scène, sauf que là où les 4 Fantastiques n'ont jamais réussi à avoir un film correct ou un film vraiment réussi, Les Indestructibles étant encore une fois une grande réussite grâce toujours à un mélange d'humour, d'émotion et de qualité même du film en fait, avec son rythme, son action. C'est un vrai film de super-héros et un vrai grand film de super-héros surtout. Un film qui profite d'ailleurs d'un doublage VO et VF de qualité. En VO, on notera Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson ou encore Brad Bird lui-même. En VF, Marc Alphonse, Déborah Perret, Laurie, étonnamment, Thierry Desroses, Bruno Salomon, Amanda Lear, qui est parfaite dans son rôle, ou même Boris Rollinger et Patrick Poivre d'Arvor. Encore aujourd'hui, Les Indestructibles fait partie des grandes réussites de Pixar, et c'est un film dont on a longtemps entendu une suite, qui arrivait assez récemment. Création! C'est pas vrai, mais tu vas te secouer! N'anéantira jamais la médiocrité! On va recommencer. Ça va faire mal. Les studios Disney Pixar présentent Les Indestructibles. 2 courts-métrages liés sortiront, Babysitting Jack Jack et Monsieur Indestructible et ses copains. Et en attendant la sortie de leur nouveau film, ce n'est pas un mais bel et bien 2 courts-métrages qui verront le jour. L'Homme Orchestre
et extraterrien. En 2006, on retrouve John Lasseter à la réalisation d'un nouveau long-métrage Pixar. Et après le grand succès des Indestructibles, il revient à un style plus habituel pour les studios avec Cars. Cars, ça raconte l'histoire de Flash McQueen, une voiture de course toute nouvelle, toute neuve, qui a priori doit être la nouvelle star de sa catégorie. Elle va pour participer à la Piston Cup, une course reconnue mondialement, mais il va se retrouver finalement à passer par la petite ville de Radiator Springs où elle va rencontrer tout un tas de personnages qui vont lui faire comprendre que les succès c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et qui vont lui faire perdre un peu de son ego. Alors Cars c'est un bon film qui reprend tous les ingrédients des films Pixar, mais j'ai toujours eu un petit problème avec ce film sans jamais pouvoir m'expliquer pourquoi. Peut-être que c'est parce que je trouve l'émotion justement un peu trop forcée à certains moments du film. Non pas que j'aime pas le film, mais je considère que c'est un des films avec Mille Impact qui soit les moins intéressants de Pixar. On y retrouve pourtant tout un tas de personnages secondaires vraiment sympas, notamment Martin, des personnages qu'on aura du mal à oublier tant ils participent pleinement au succès du film. Et on retrouve également une VO de qualité avec entre autres Owen Wilson, Bonnie Hunt, Larry the Cable Guy, Tony Shalhoub, Michael Keaton ou encore Michael Schumacher. La VF n'est pas en reste, puisqu'on y croise Guillaume Canet, Cécile de France, Bernard-Pierre Donadieu, Guillaume Orsat, Pascal Selem, Samuel Le Bihan, Michael Schumacher évidemment, Emmanuel Jacomi, Alexis Thomasian ou encore Donald Renew. Alors non, pour moi, même si Cars reste un bon film, trépidant, bourré d'humour, avec de l'émotion qui, comme je l'ai dit, je trouve un peu forcée, c'est un film qui pour moi souffre d'un problème d'équilibre, notamment au niveau du ton, et qui du coup ne fonctionne pas toujours. Reste que dans l'ensemble, ça reste quand même un bon film, tout à fait divertissant et tout à fait agréable. Et reprenant le principe des courts-métrages en complément de longs-métrages, Pixar sort également la même année le court Martin et la lumière fantôme. Et c'est également en 2006, l'année de la sortie de Cars donc, que se produit un grand événement chez Pixar, puisqu'ils sont rachetés par Disney. Tombée amoureuse. Un 4x4? Non, je suis tombée amoureuse de ça. Ciao. Une vraie Ferrari! Merci. Vous faites de ce jour le plus beau jour de toute ma vie. En 2007, c'est le retour de Brad Bird chez Pixar. Le réalisateur du grandiose Indestructible revient et réalise un nouveau chef-d'œuvre, Ratatouille. Alors en effet, comme ça, le nom ne paye pas de mine. Pourtant, il va réaliser avec ce film un des plus grands films de Pixar. Un film qui raconte les histoires d'un rat nommé Rémi, qui est séparé de sa famille et qui va s'installer dans les cuisines de chez Gusto, un grand restaurant parisien. Il va faire la connaissance d'Alfredo Linguini et les deux ensemble vont commencer à cuisiner des plats qui vont faire du restaurant un des restaurants les plus reconnus du tout Paris. Alors dit comme ça, le pitch ne nous laisse pas forcément présager un grand film, pourtant tout en maniant toujours l'humour et l'émotion avec une précision diabolique, le réalisateur parvient en plus à mettre en scène son film de manière très dynamique et en fait une des plus grandes réussites du studio avec certains des personnages les plus attachants qu'on ait connus dans celui-ci. Il sortira également un film en complément, le film Notre ami le rat, qui sortira en 2008. Au passage, on note également un casting VO d'une grande qualité, encore une fois, puisqu'on y retrouve Patton Oswalt, Lou Romano, Ian Holm ou encore Will Arnett. Pour ce qui concerne la VF, on retrouve Guillaume Lebon, qui porte pour le coup plutôt bien son nom, Thierry Ragnaud, Julien Kramer, Pierre-François Martin Laval, Bernard Tiphaine, Michel Papineschi, Mousse Diouf ou encore Christophe Ondelat et Cyril Lignac. Ratatouille est un film qui se sera imposé contre
contre toute attente comme un des films les plus réussis du studio, et dont certains attendent toujours une suite. Il n'y en a pas forcément besoin, donc on va se contenter de ce film, de ce one-shot, qui sera ce qu'on peut considérer aujourd'hui sans problème comme un chef-d'œuvre du genre. Distingue ces touches de raisin légèrement piquées. Ouais, y a pas que le raisin qui est légèrement piqué. Je veux pas faire ma désagréable, mais on est français. J'ai un secret. J'ai un... Tu as un hara? Il joue avec mes nerfs à me harceler avec ce rat. À nous deux, nous pouvons devenir le plus grand cuisinier de Paris. Ratatouille. T'es à Paris maintenant, mon vieux. Ma ville. En 2008, l'année suivante, Pixar démarre une série de courts-métrages qu'ils vont appeler les Cars Toons, des courts-métrages qui mettent essentiellement en scène Martin de Cars, et qui sont donc plutôt nombreux. La série perdure jusqu'en 2014 et on dénombre plus d'une dizaine de courts-métrages. Ils sortent également en 2008 le court Presto, donc vous pouvez voir des images ci-dessus. En 2008, on retrouve Andrew Stanton à la réalisation d'un film Pixar. Le bonhomme était déjà derrière la co-réalisation de Mille et une pattes et la réalisation du Monde de Nemo. De sa part, on n'attend pas forcément un grand film, d'autant plus que Brad Bird nous a déjà livré quelque chose d'extraordinaire avec Ratatouille. On s'attend à un film un cran en dessous. D'autant plus que le pitch ne laisse pas penser forcément à quelque chose de marquant. L'histoire, c'est celle de Wall-E, qui est le dernier être sur Terre et qui est un petit robot. L'humanité a déserté la Terre et ils ont laissé cette machine qui va continuer à nettoyer la planète continuellement et à faire ce qu'on lui a demandé depuis le départ. Et voilà un pitch très simple, mais dont Andrew Stanton et ses scénaristes vont tirer absolument le meilleur, au point de réaliser ce qui reste à mes yeux aujourd'hui un des plus grands films de Pixar. Mais pas seulement de Pixar, un des plus grands films d'animation jamais réalisés. Alors évidemment, Wall-E est un robot, il n'a pas de voix, donc côté casting, c'est moins impressionnant que sur les films précédents. On retrouve John Ratzenberger, comme je ne l'ai pas forcément dit, mais on le retrouve dans un petit rôle dans chaque film Pixar. Mais le seul nom vraiment notable ensuite, c'est à la limite Fred Willard et Sigourney Weaver qui fait l'ordinateur de bord. Dans la VF, on choisit également des comédiens de doublage, ce qui est absolument parfait. Wall-E dure moins d'1h40 et c'est un véritable sommet d'émotion, avec un peu d'humour de temps à autre, ce qu'il en faut toujours dans une production Pixar, et un propos social, un propos sur la fin du monde et sur l'évolution des humains qui est absolument passionnant. Wall-E, c'est une réussite totale du début à la fin. C'est certainement le plus grand film Pixar. Autodestruction dans 10 secondes. Maintenant, vous pouvez vous déplacer dans la cabine. Pour rafraîchir la coupe, vous êtes superbe. Le film sera accompagné du court-métrage nommé Bernie et l'année suivante, en 2009, d'un court-métrage nommé Passage nuageux.
En 2009, Bob Peterson et Pete Docter sont à la réalisation de Là-haut, le nouveau long métrage des studios Pixar. Là-haut raconte l'histoire de Carl Fredricksen, un vieillard qui, à la suite du décès de sa femme, va décider de rejoindre l'Amérique du Sud pour s'installer là-bas avec sa maison comme sa femme l'aurait voulu. Mais il va embarquer avec lui sans le vouloir un jeune garçon qui était venu faire du porte-à-porte et va commencer pour eux une véritable aventure. Il faut reconnaître que le fait de mettre en scène comme ça un vieillard, une personne très âgée, c'est pas quelque chose de courant et ça pourrait donner un film assez chiant. C'est pas du tout le cas avec Là-haut, qui est probablement l'image de Wall-E, un des films les plus réussis du studio. Et tout aussi surprenant, le film met en avant le sujet du deuil. Alors c'était déjà un peu le cas dans certains des films précédents de Pixar, mais ici c'est au centre du film, le deuil et la reconstruction. C'est aussi à partir de ce moment qu'on se rend compte que le studio a vraiment un talent pour aborder des sujets très adultes, des sujets très forts et importants, dans des films qui sont pourtant a priori destinés à un jeune public. Et on se rend compte aussi en même temps que finalement c'est pas destiné que à un jeune public l'animation, que ça peut être fait pour tous les publics. Certaines scènes de Là-haut restent encore aujourd'hui des scènes cultes, des scènes reprises un peu partout, et le film reste culte en lui-même. Au passage, on notera que le casting VO est un casting de qualité une nouvelle fois, puisqu'on y croise entre autres Christopher Plummer ou encore Edward Asner. Concernant le casting VF, c'est Charles Aznavour qui double Carl et qui fait un super boulot, accompagné de nombreux comédiens de doublage reconnus tels qu'Emmanuel Garigeau, Guillaume Lebon, Jean-Claude Donda, Thierry Desrosses, David Kruger ou encore Xavier Fagnon. Mais c'est un chien qui parle! Wow, qu'est-ce que c'est? Attrapez-le! Ils arrivent! Russell, donne-moi la main! Qui peut nous dire où ils sont? Disney Pixar, Là-haut. Bop, bip, bip, bap, bop, bip. Avec mon GPS d'explorateur confirmé, il est impossible de se perdre. Oups. En 2009, toujours, ce sont deux courts-métrages qui accompagnent ce Là-haut, Doug en mission spéciale et George et Eiji, et également un court-métrage qui sort en 2010 et qui s'appelle Jour-Nuit. Et en 2010, pour Pixar, c'est le retour de la grosse franchise à succès, puisque sort Toy Story 3, cette fois-ci réalisé par Lee Unkrich et non plus par John Lasseter. Le film va avant tout parler de séparation, puisqu'il va évoquer le départ à l'université d'Andy et donc sa séparation d'avec ses jouets. Et sur cette simple idée, les réalisateurs et scénaristes vont développer tout simplement le meilleur opus de la trilogie. Un opus qui est pas forcément facile à aborder, qui est plus sombre que les autres, qui a toujours beaucoup d'humour, mais un humour plus nostalgique. Ainsi, si le film possède toujours des séquences tout simplement hilarantes, il y a d'autres séquences qui sont littéralement à pleurer,
Et quand le film se termine, on a vraiment la sensation d'avoir assisté à une trilogie complète, pleine et à une grande œuvre. Toy Story 3, c'est un pur chef-d'œuvre également. Au passage, et heureusement, on y conserve la même VO, la même VF, avec quelques ajouts ici et là pour les nouveaux personnages dans la VF. On notera notamment l'arrivée de Benoît Magimel et de Frédéric Bell. Et autant que les voix, c'est un plaisir de retrouver les mêmes personnages animés d'une manière encore plus précise que par le passé et toujours plus beau. Toy Story 3, c'est un film à voir absolument comme toute la trilogie. Enfin, pour l'instant, en 2010, une trilogie en tout cas. Une nouvelle vie nous attend ici, Woody. Nous sommes les jouets d'Andy. Oh, je veux qu'on joue avec moi. Rex? Ils adorent les nouveaux jouets, pas vrai? On peut intégrer une des nouvelles recrues dans la bande? Tu plaisantes? Ce spationaute pourrait être utile. Il se croit dans un conte de fées. Ça n'étonne pas, c'est un jouet de fillette. Je suis pas un jouet de fillette, d'accord? Tu es venu au monde pour affronter le destin. Il est en train de nous chercher. Andy est en train de nous chercher. Écoutez, on va s'évader. C'est bon, la voie est libre. Il faut que tu rentres avant le départ d'Andy demain. Allô? Toi et tes potes, vous ne sortirez pas d'ici. L'essentiel maintenant, c'est de rester ensemble. Ils n'y arriveront jamais! Où est Monsieur Patate? Je vous raconte même pas comment j'en suis arrivé là. Et le succès de ce Toy Story 3 pousse Pixar dès 2011 à créer une série de courts-métrages comme pour Cars, les Toy Story Toons. Il y aura au total 5 courts-métrages qui s'étaleront jusqu'en 2014. Ils sortiront également le court-métrage La Luna en 2011. Et devait en 2011 sortir le film Newt, film qui aura été annulé au profit d'un certain Cars 2. En 2011, et alors que le rachat de Pixar par Disney a déjà eu lieu depuis un bon moment, ça va soudain devenir problématique aux yeux des gens quand ils voient débarquer Cars 2. Et alors, malgré le chef-d'œuvre qu'a été Toy Story 3, on se met à taper sur Pixar avant même d'avoir vu le film. Bon, pour le coup, ce sera presque à raison, parce que Cars 2, sans être une honte, sans être un mauvais film en soi, c'est quand même un film sacrément décevant au regard de ce qui a été fait sur les précédents longs du studio. On y retrouve Flash McQueen qui va être invité à participer à un grand prix créé dans le but de promouvoir une nouvelle énergie, l'Alinol. Et par la suite, Cars 2 devient une espèce d'intrigue d'espionnage avec des voitures aux quatre coins du monde. C'est une tentative, ça aurait pu marcher, dans les faits, ça reste un film sympathique mais sans plus. Pour le coup, le film est quasiment dénué d'émotion, il y a toujours de l'humour, mais on peine à s'attacher autant aux personnages qu'on a pu le faire dans les films précédents du studio, ou même que dans le premier Cars. Après, je le trouve pas forcément moins bon que le premier Cars, ni meilleur, c'est juste un film différent. Et bon, on a vu des films de voitures qui étaient des revenge movies, alors pourquoi pas finalement un film d'espionnage. Mais ce film bancal a l'avantage d'être soutenu par une VO de grande qualité, qu'on retrouve au-delà des doublages du premier Cars des mêmes comédiens. On a le droit en plus à Michael Caine, Emily Mortimer, John Turturro, Thomas Kretschmann, Tony Shalhoub ou encore Bruce Campbell, voire même Franco Nero ou Lewis Hamilton et Richard Kind. Dans la VF, on notera tout de même quelques remplacements, notamment celui de Michel Fortin par Gilles Lelouch pour doubler Martin. Il croise aussi Lambert Wilson, Mélanie Douté, Bernard Gabé, Cécile de France, Bernard Allan, Boris Rollinger, Jacques Villeneuve ou encore Guillaume Orsat. Sans oublier Pascal Selem. A l'époque, pour beaucoup, Cars 2 signe la fin de Pixar. Beaucoup indiquent qu'ils n'iront plus voir les films du studio ou ce genre de choses. Évidemment, le futur prouvera que c'était simplement un écart. Et en plus, pas un écart honteux, juste un écart de qualité léger. Ça te beau phare, tu sais. Bienvenue au terminal international. Ça recommence. Ils vont vivre des aventures plus palpitantes. Écoute, on n'est pas à Radiator Springs. Oh, j'ai une fuite d'huile. Faut que j'y aille. Désolé, les filles. Plus dangereuses. Le voilà.
est plus rocambolesque que jamais. McQueen! Martin, compte sur moi comme j'ai toujours pu compter sur toi! Vous êtes cerné par des individus armés. Ça, c'est de la cascade. Cars 2. Je suis ceinture noire de karaté. Oh, dites-moi que je rêve. Le 27 juillet au cinéma. En 2012 sort un nouveau film Pixar, et ce sera Rebelle. Rebelle est un film qui va lui également déclencher des réactions suite au rachat de Disney, puisque ce sera le premier film avec une histoire de princesse, et que la princesse sera même ajoutée officiellement aux princesses Disney quelques temps plus tard. Autre petit souci, le film était au départ réalisé par Brenda Chapman avant qu'elle ne soit remplacée par Mark Andrews, ce qui, étant donné le sujet du film, qui se posait comme un film féministe, pose déjà souci. Et en plus de ça, le renvoi se situe après qu'on ait commencé réellement à parler du rachat par Disney, ce qui pose également souci. Le film raconte l'histoire de la princesse Mérida qui cherche absolument à devenir indépendante, malgré les traditions, et qui va être amenée à devoir défaire un sortilège. L'histoire est simple, mais les nombreux problèmes de production qui ont émaillé la sortie du film vont se ressentir énormément sur le visionnage de celui-ci. En fait, le film est terriblement bancal, terriblement attachant aussi, mais surtout très bancal. Pour résumer, le film oscille entre des séquences visuellement incroyables et d'autres terriblement quelconques. Alors il ne faut pas se leurrer non plus, le film reste une production Pixar, c'est-à-dire que ça reste un film de grande qualité de manière générale. Mais on est quand même très en dessous de la moyenne des productions des derniers moments, même si on reste légèrement au-dessus également d'un Cars 2 par exemple. Le film regorge d'action, regorge d'humour, par contre on est beaucoup moins touché par les aventures de Mérida. On peut tout de même souligner la qualité d'un casting VO composé de Kelly MacDonald, Billy Connolly, Emma Thompson ou encore Robbie Coltrane, remplacé en VF par Bérénice Bejo, Jacques Frantz ou encore Michel Hazanavicius. Le film sera complété par un court-métrage nommé La légende de Mordu. De tirer une autre flèche. Qu'est devenue ma fille adorée? Je ne la reconnais plus. Je veux un sort qui change mon destin. D'accord. Il pourrait rien nous arriver de pire. Je m'attendais à tout sauf à ça. Si vous aviez l'occasion de changer votre destin, le feriez-vous? Et l'année 2013 commencera elle par la diffusion du court-métrage Le Parapluie Bleu. En 2013, Bob et Sully font leur grand retour avec Monstre Academy. À cette époque, Pixar annonce clairement vouloir procéder par cycle de 2 ans, un cycle se composant d'une suite et d'un film original. Monstre Academy fait partie des suites entre guillemets puisqu'il s'agit d'un préquel. Et le film s'intéresse donc à la période universitaire de Bob et Sully au moment où ils sont à l'université des monstres. Et pour ce faire, il reprend tous les codes d'un genre bien exploité aux États-Unis, tout en se permettant quelques écarts, notamment une séquence proche du film d'horreur, rendant hommage à tous les films d'horreur plutôt adolescents de l'époque. Monstre Academy est un cas étrange de film qui est plutôt réussi, mais qui lui aussi est assez bancal, comme les films précédents du studio. Il se montre moins touchant que les films d'avant, il y a plus d'humour, et en même temps il a l'air plus simple dans sa globalité. Et de manière générale, on a du mal à retrouver toute l'émotion qu'avaient pu faire les films précédents du studio. Alors forcément, après Cars 2 et Rebelle, on a l'impression que le studio baisse sévèrement de pied. Mais il nous propose tout de même un casting toujours de grande qualité, avec Billy Crystal, John Goodman, Steve Buscemi, ou encore Alfred Molina, Nathan Fillion, Tyler Labine, John Krasinski, Aubrey Plaza, Bonnie Hunt, Bill Hader, entre autres. Pour la VF, on retrouve Éric Métayer, Xavier Fagnon qui remplace Jack Frantz,
Donald Renew, Emmanuel Garigeau, Michel Papinéchy, Alexis Victor, Damien Boisseau, bref, une sacrée Dream Team, et encore j'ai pas cité tout le monde, et en invité Malik Bentala ou encore Jamel Debbouze. Alors Monstre Academy au final c'est un film qui est pas une grande réussite mais qui est un divertissement tout à fait honorable. C'est un film que j'aime bien personnellement, qui pour moi complète plutôt bien Monstre et compagnie, mais qui n'est pas indispensable. En plus du film sera diffusé également le court-métrage Partie Centrale, qui est un complément à Monstre Academy. Merci, on va vous massacrer. Tes tentacules, tes ventouses, ta langue était... Non, n'entrez pas. Attention, attention. Il faut que tu fasses remonter toute la terreur qui est en toi. Ouais. Ce soir, on va semer la terreur. Je vais être en retard le jour de la rentrée. Il faudra ensuite attendre 2 ans pour revoir Pixar sortir un film sur grand écran, et celui-ci sera accompagné dans un premier temps du court-métrage Lava, un court-métrage avec lequel j'ai beaucoup de mal personnellement. And I'm here with you. I wish that the earth see the sky up above. Will send me someone to love. Après 3 films de moindre importance, on peut y mettre quelques doutes envers le futur de Pixar, d'autant plus quand ils annoncent Vice Versa, un projet qu'ils annoncent ambitieux et avec un sujet important, un sujet pour lequel ils n'ont pas le droit de se rater. Et autant dire qu'ils vont être très très loin de se rater avec Vice Versa. Le film raconte l'histoire de Riley, une jeune fille qui va être amenée à déménager, et donc sa vie va entièrement changer. Plutôt que de se concentrer uniquement sur cette histoire, le studio décide de se concentrer sur les émotions de Riley en donnant une personnalité à chacune de ses émotions. Et donc sous une forme qui renvoie à un film d'aventure, à un film bourré d'humour et extrêmement touchant toujours, le film aborde un sujet extrêmement compliqué, celui de la dépression infantile. Alors évidemment, avec sa manière de l'aborder, la façon dont il le fait, le film s'adresse peut-être un peu moins au jeune public que par le passé. Cependant, les enfants pourront toujours y trouver de quoi s'amuser et risquent peut-être moins de comprendre le fond même du film, qu'ils redécouvriront certainement plus tard. Ce qui serait une bonne chose étant donné que le film est vraiment un des plus grands films de Pixar, un de leurs plus grands chefs-d'œuvre. Avec beaucoup de symbolisme, il aborde tout un tas de sujets pour voir disparaître peu à peu toutes les émotions du personnage, jusqu'à nous faire peur pour elle en fait. On a réellement peur pour Riley, peur de ce qui pourrait lui arriver si elle perd toutes ses émotions, si elle perd toute joie par exemple. Vice Versa est toujours aussi bien animé et toujours aussi intéressant visuellement et propose une nouvelle fois un casting de haute qualité avec Amy Poehler, Lewis Black, Mindy Kaling, Bill Hader, Phyllis Smith, Diane Lane, Kyle MacLachlan, Richard Kind, bref, des beaux noms. Et pour la VF, c'est tout aussi bon avec Charlotte Lebon, Gilles Lelouch, Mélanie Laurent, Pierre Ninet, Marie-Lou Berry ou encore Didier Gustin, je ne sais pas d'où ils l'ont ressorti, et évidemment également des spécialistes du doublage tels que Françoise Cadol, Alexis Victor, Emmanuel Jacomi, Emmanuel Garigeau ou Donald Renew, sans oublier Boris Relinger ou Jean-Claude Dondat. Bref, tout ça pour en venir au fait qu'on a la confirmation que Pixar est toujours un grand studio, qui sont toujours capables de coups d'éclat tels que celui-là, en espérant que les films suivants soient à ce niveau. Alors là, c'est tout sauf cool. Mais qu'est-ce qui se passe? Tristesse! T'as touché au souvenir? Tu es sûr que ça va? Je sais pas trop. Répare-le! Laisse-moi lâcher! La mémoire centrale! C'est n'importe quoi! On répond là? T'es en panne, mais pourquoi tu es en panne? On est où là? Attends, tu vas te perdre. Sois positive! D'accord. Je suis positivement sûre que tu vas te perdre. Comment s'est passé ce premier jour d'école? Bouge, je vais faire joie. Tout s'est bien passé, ok? Je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Respire, on le s'énerve pas! Accroche-toi!
pas, il fait encore ses yeux de merlan frit. C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien. Viens, envole-toi avec moi, petit chat. Il est à noter également que le film est accompagné du court Premier rendez-vous. Et toujours en 2015, Pixar sort un nouveau court-métrage accompagnant la sortie d'un autre film qui sort donc la même année que vice-versa. Le court-métrage, c'est Sanjay et sa super équipe. Prévu pour sortir avant vice-versa, Le Voyage d'Arlo a connu une genèse tellement compliquée qu'il s'est retrouvé à sortir la même année, certes, en 2015, mais après. En effet, pendant le tournage du film, le réalisateur Bob Peterson a été gentiment foutu dehors et remplacé par Peterson. Ce qui me permet de remarquer que finalement, Peterson a été remplacé par Peterson. Et donc le film se demande ce qui se passerait si simplement l'extinction des dinosaures n'avait pas eu lieu, s'ils avaient pu évoluer, s'ils avaient pu devenir nous finalement. Bon, en réalité, cette idée, ce concept sont assez peu exploités dans le film, qui se concentre essentiellement sur un enfant et la recherche de son père. Bon, faut dire ce qui est, le film n'est pas forcément aussi drôle ni aussi touchant que d'autres, même si ça reste tout à fait regardable. Il dépaye aussi un visuel assez bancal. Cependant, il faut bien reconnaître une chose, c'est que sur 1h34, le film arrive à sortir parfois des séquences absolument sublimes visuellement. Comme quoi, si le design est lui assez raté de manière générale, les effets de lumière et certains passages sont vraiment remarquables. On reconnaît en fait toute l'efficacité de Pixar, mais on sent que la gestation a été compliquée. Au final, Le Voyage d'Arlo, c'est tout juste un bon film qu'on regardera à l'occasion, mais qu'on oubliera malheureusement assez vite. C'est pas un film qui ressort particulièrement dans la filmographie de Pixar. Et dès l'année d'après, Pixar sort le court-métrage Piper. En 2016, alors que tout le monde attend bel et bien un nouveau film Pixar, c'est à la surprise générale Le Monde de Dory qui sort, donc une suite du Monde de Nemo, ou plutôt une autre histoire dans le même univers. On y suit donc Dory, le fameux poisson amnésique, qui va avoir un flash et va se souvenir d'une famille lointaine qu'elle va essayer de retrouver avec l'aide de plusieurs amis, la construction restant assez similaire à celle de Nemo. D'ailleurs, il faut dire ce qui est, dans Nemo, justement, le personnage auquel on s'attachait le plus, c'était bien Dory, c'était elle qui faisait qu'on s'attachait tellement au film. Donc la retrouver ici dans son propre film, c'est une bonne idée. Le film est d'ailleurs globalement une réussite, même si on le sent un cran en dessous des plus grands chefs-d'œuvre du studio. Entre une animation de qualité, un rythme trépidant, de l'humour toujours aussi réussi, et cette émotion qui rejaillit à chaque moment, on a tout de même un très bon film, même si ça manque du côté vraiment marquant de films comme Vice Versa ou Wall-E.
Côté VO, on a la chance de retrouver Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Diane Keaton, Eugène Levy, Idris Elba, Dominic West, ou encore Bill Hader, Sigourney Weaver, Willem Dafoe même. Un casting de haute volée. Côté VF, on retrouve Céline Monsara, Franck Dubosc qui est de retour, mais également Philippe Lelouch, Mathilde Seigner, Kev Adams, Michel Papinéchier, Emmanuel Giacomi, Gilles Morvan, Jérôme Powell, voire même Claire Chazal. Voici donc un film qu'on n'attendait pas forcément, mais qui aborde des sujets importants, puisque l'amnésie est toujours un sujet important, et qui réussit son coup en sortant une suite tout à fait correcte. On retrouvera Pixar simplement quelques années après. Désolé. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Y a pas à avoir honte. Je lui fais confiance, Tu moi. fais confiance à Becky, toi. Elle a la tête dans un gobelet. Nage droit devant toi. Maman, papa. Ça veut dire qu'on va bientôt se séparer avec Dory. Comment j'ai pu croire que j'allais y arriver? Tu vas bientôt retrouver tes parents. Et quand tu les auras retrouvés, tu seras... Chez moi. Ce sont des lions de mer, de dangereux prédateurs. Ils peuvent bondir à tout instant. Pas de soucis, elle va sortir dans... Gérard, dégage, dégage-toi, Gérard. Plus vite que ça. Vous avez aucun souci à vous faire. En fait, dès l'année suivante, avec le court-métrage Lou, diffusé en avant-première de Cars 3. Un court dont il est pour l'instant impossible de trouver de vraies images à diffuser, puisqu'elles sont sûrement encore trop encadrées par des droits pour être disponibles. Et donc en 2017, Pixar va sortir 2 films. Le premier, ce sera Cars 3. Alors franchement, on l'attendait pas, en fait, peu de monde l'attendait, et pourtant le film s'avérera être le meilleur de la trilogie. En fait, on en a assez peu parlé à sa sortie, tout simplement parce qu'on était parti du principe que de toute façon ce serait mauvais. Et c'est pas le cas du tout. Le film reprend donc l'histoire de Flash McQueen de nouveau, sauf que cette fois-ci il est dépassé par la toute nouvelle génération de bolides, mais il va devoir prouver que malgré tout, il reste encore dans la course. C'est une histoire simple, mais le film est monté à la manière d'un Rocky, et ça fonctionne étrangement super bien. Évidemment mieux animé, le film fait aussi preuve d'une ambition un peu supérieure aux 2 premiers films. Il se montre toujours aussi touchant, et il profite d'un casting VO et VF de qualité. En VO, on peut rajouter aux voix habituelles de la série celle de Armie Hammer, qui double Jackson Storm, l'ennemi donc de Flash McQueen, et qui est doublé en VF par Nicolas Duvauchel. Pour le reste, on retrouve tous les passages obligés de ce genre de film, notamment les fameuses séquences d'entraînement. Et c'est un véritable bonheur de regarder ce film qui n'est pas un grand film, c'est juste un divertissement d'excellente qualité, bien plus à mon sens que les 2 premiers Cars, et un film que je peux conseiller, qui est un film de transition entre des plus gros films, notamment le film qui va arriver ensuite, qui aurait dû être bien supérieur et qui pour moi ne l'est qu'un tout petit peu. Que vous n'aviez peur de rien. J'aurais voulu connaître cette sensation. Tu seras jamais aussi rapide que Storm, mais tu peux être plus malin que lui. Je ne connais que la course comme récompense. Le reste, je m'en fiche. La probabilité d'une victoire de Storm est de 95,2%. Allez, McQueen! En 2007 toujours, Lee Unkrich est de retour à la réalisation d'un film Pixar avec Coco. Coco raconte l'histoire de Miguel, un jeune garçon mexicain qui, lors de la fête des morts, trouve le moyen de pénétrer dans le royaume des morts, justement. Il va donc essayer de retrouver le fantôme d'un célèbre musicien pour essayer de retourner dans le monde des vivants. En 2007, la fête des morts était à l'honneur, on ne sait pas trop pourquoi, elle s'est retrouvée dans plusieurs films. Et donc Pixar en a fait le sien, c'est un film qui est esthétiquement très marqué du coup, très marqué avec le côté mexicain de la chose.
Et l'aspect musical du film a beaucoup fait parler. Le film a été multi-récompensé. Et pour moi, il est un poil surestimé. C'est un très bon film, mais pour moi, ça fait pas partie des chefs-d'œuvre du studio. Et ça n'en fait pas partie parce que malgré toute l'émotion qu'il peut dégager, malgré les petites notes d'humour à droite et à gauche, il conserve une progression très classique. En fait, le film est assez prévisible de manière générale. Et c'est dommage parce que son pitch pouvait donner lieu à de multiples excentricités, et au final, il le fait jamais ou très rarement. Pour autant, il faut pas non plus se mentir, c'est un super film, on passe un très bon moment devant, c'est un excellent divertissement. Ça fait juste pas partie des meilleurs Pixar à mon sens. On notera tout de même qu'en VO, on retrouve au doublage Gaël Garcia Bernal, et en VF, on retrouve entre autres, de manière très étrange, Harry Habitant qui double ce fameux musicien, Hector, pour les voix et le chant. Et sur l'album, c'est Damien Ferretz qui le double. Alors pourquoi, on sait pas trop. On y retrouve aussi rapidement François-Xavier de Maison, entre autres comédiens de doublage plus spécialisés dans le métier. Et l'année suivante, en 2018, Pixar sortira le court-métrage Bao, dont il est encore une fois difficile de trouver des images à l'heure actuelle, c'est encore trop tôt. Je me sens différent et je ne savais pas d'où ça venait. On ne peut pas renier sa véritable destinée. À toi maintenant de faire un choix. Qu'est-ce que tu fais? Je marche comme un squelette, pour passer inaperçu. J'ai jamais vu un squelette qui ait cette démarche. Vous marchez comme ça, hein. Pas du tout. T'arrêtes, hein? Dans ma famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais on reste soudés. Rien n'est plus important que ce que vous aimez. Ay, pobrecito. Estás bien, mijo. En 2018, et après des années à le réclamer, les fans peuvent enfin découvrir Les Indestructibles 2, avec le retour de Brad Bird derrière la caméra. Ou plutôt derrière l'ordinateur en l'occurrence. Les Indestructibles 2 met l'accent sur le personnage d'Hélène, qui ici va laisser Bob s'occuper de la maison, pendant qu'elle va mener des missions. Finalement, la famille va devoir de nouveau se réunir pour affronter un ennemi pas super sympa. Alors, film de super-héros certes, mais film de super-héros clairement féministe, puisqu'il met en avant essentiellement les personnages féminins cette fois-ci. Et surtout un film de super-héros, encore une fois, extrêmement réussi, qui reprend tous les codes du genre et les détourne savamment dès qu'il en a besoin. Humour et émotion sont toujours de la partie, et, tout comme le premier film, il dépasse clairement la majorité des films de super-héros du moment qui sont tombés dans une redite continue. Les Indestructibles 2 semblent renouveler totalement le genre. Et ceci en usant d'un casting VO similaire à celui du premier film, avec entre autres Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson, avec cette fois-ci Bob Odenkirk en plus, ou Catherine Keener, voire même Jonathan Banks. Dans la VF par contre quelques changements, puisqu'on trouve cette fois Gérard Lanvin ou encore Louane. On s'en serait passé, d'autant plus que le travail notamment de Louane n'est pas forcément grandiose. Mais bon, ça passe encore, et honnêtement, c'est pas la pire VF qu'on a entendue. Une nouvelle réussite donc pour Pixar et pour Brad Bird, qui va précéder une autre suite qu'on n'attendait pas du tout, qui débarque et qui va pourtant parvenir à nous charmer une fois de plus. A noter que le film est complété du court-métrage Tati Edna. Impossible. Waouh, d'accord. Ça, c'est flippant. C'est complètement fou, non? Pour aider ma famille, je dois la quitter, et pour faire régner la loi, je dois la transgresser. Fais-le pour nos enfants, pour qu'ils puissent avoir le choix. Oh, merci, jeune homme. Combustion imminente? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire y a le feu, Robert. L'hypnotiseur interrompt ce programme afin de vous délivrer un message. Enfile ton costume, ça va chauffer. J'arrive, je me dépêche. Où est-ce que tu te dépêches? T'as intérêt à te dépêcher de rentrer. Et en 2019, alors qu'on pense que la saga Toy Story est terminée, c'est bel et bien Toy Story 4 qui sort des studios Pixar. Cette fois, toute la petite équipe des jouets va rencontrer Fourchette, un jouet qui n'en est pas un, qui ne veut pas en être un.
Et ils vont être amenés à tout faire pour l'amener à accepter son statut de jouet, et ça va surtout permettre à Woody de redécouvrir qui il est, et de peut-être enfin prendre sa liberté. En fait, dans toute l'histoire de la franchise, on n'a jamais imaginé que ces jouets puissent être libres. Ils appartiennent forcément à un enfant, ils veulent forcément le bonheur d'un enfant. Dans ce film, on va découvrir qu'ils veulent peut-être aussi avoir leur propre existence, et peut-être qu'à un moment donné, ils vont vouloir vivre leur vie et être seuls. Ainsi, le réalisateur l'avait annoncé avant même le tournage du film. Le but de ce film, c'était presque de raconter une histoire d'amour entre Woody et la bergère. Alors, c'est présent dans le film, c'est pas le centre du film, mais c'est bien là. Et pour le reste, alors que j'attendais pas du tout Toy Story 4, je trouvais le 3 parfait, pour moi la fin était nickel. Et bien j'ai pourtant adoré ce 4e épisode. Et même si je l'ai trouvé peut-être un tout petit poil en dessous du 3, je trouve que c'est une très belle fin. Et que ce 4e opus, qui devait finalement être l'opus de trop à mon sens, et ben je l'ai aimé et je le conseille vraiment à tous ceux qui ont aimé la saga. Finalement, c'est lui qui vient conclure parfaitement celle-ci. On notera forcément l'arrivée de quelques nouveaux comédiens de doublage dans la saga, notamment Tony Hale qui double Fourchette, ou encore Christina Hendricks, Keegan-Michael Key et Jordan Peele. On rappellera que Jordan Peele est aussi le réalisateur entre autres de Get Out ou Us. L'arrivée également de Keanu Reeves dans la saga, puisqu'il double Duke Kaboom. Bref, de belles arrivées. En VF de notre côté, on aura notamment Audrey Fleurot, Pierre Ninet, Angèle, Marc Arnaud, Jamel Debbouze ou encore Franck Gastambide. Toy Story 4 est donc une réussite surprenante et au jour d'aujourd'hui l'avant-dernier film de Pixar. C'est comme ça qu'on est fait à l'intérieur? Il a mangé tout le... tout. Il faut qu'on retrouve maman. Bonnie a besoin de Fourchette. Oh, toujours la même rengaine, le shérif Woody à la rescousse. Ça va faire un sacré saut pour Duke et pour toi. Pour moi? Cascaboum. À vous. C'est ici que ton Fourchette est emprisonné. Comment l'avoir, cette clé? Et pourquoi pas un bon vieux peluche à l'ancienne? Oh, d'où vous venez, mes tout petits? Envoie des clés! Madame, les clés! On veut des clés, madame! Pas question de faire ça. En avant est, aujourd'hui, le dernier film de Pixar. Alors, voyant la bande-annonce, j'étais pas emballé du tout par le film, et pourtant il se trouve que j'en suis sorti plutôt satisfait, sans y voir un chef-d'œuvre, mais en y voyant un film, une nouvelle fois, assez juste, assez bien foutu, et assez touchant. On y suit Yann et Barley, deux elfes dans un monde féerique, mais un monde féerique qui a perdu toute sa magie, et qui vont être emmenés dans une quête pour retrouver un peu la magie de ce monde et surtout pour retrouver éventuellement leur père qu'ils ont perdu alors qu'ils étaient encore très jeunes. Et si la bande-annonce semblait annoncer une espèce de Bright en version light, au final le film passe très bien, il se montre aussi divertissant qu'il est drôle, tout en réussissant à faire passer un message et à les donner une nouvelle fois une leçon d'espoir. Visuellement le film est assez bien foutu sans être extraordinaire, et on y retrouve beaucoup des points qui font des films Pixar, des films finalement à part, avec des personnages notamment très bien écrits. Au casting VO, on trouvera Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer, un joli petit casting, et dans la VF, on croisera Thomas Oliveres, Pio Marmaille, ou encore Mike Dara, Gilles Morvan, Alexis Victor, ou des habitués du genre. Globalement, que ce soit la VO ou la VF, elles sont de qualité, et elles apportent également un plus au long métrage. Ah, laisse tomber! Parlez! Oh non! Autrefois, le monde était plein de merveilles. Ils sont trop mignons. Qu'est-ce que t'as dit? Oh non! Toi, t'es mort! Je crois qu'il reste encore de la magie en chacun de nous. C'est ça qu'il nous faudrait. Un sort pour créer une passerelle magique sur laquelle tu peux marcher. Si t'es persuadé que la passerelle est là, elle sera là. Tu vas y arriver.
Alors, en 2020 est sorti En Avant, mais c'est pas le seul film Pixar est sorti puisque Soul a fini par trouver le chemin des salles, non pas de ciné, mais plutôt des salles de Disney+, en fait, le chemin du streaming. C'est un peu dommage, un Pixar on aimerait le voir sur un écran, mais Disney a profité de la pandémie pour s'arranger, gagner un peu de pognon, comme d'habitude, dès qu'ils peuvent le faire. Hein. Soul, c'est donc un film qui est réalisé par Pete Docter et par son coéquipier Monsieur Kemp. Et c'est aussi un film plutôt réussi, même si c'est pas le meilleur Pixar. Alors on va pas se leurrer, hein, la pandémie de Covid associée forcément à la fermeture des salles a obligé les studios à sortir leurs films en VOD sous peine de voir s'effondrer toute l'industrie. Mais bon, Soul aurait mérité une bien meilleure vie. Joe Gardner est un petit prof de musique qui rêve de jouer du jazz sur scène. Malheureusement, le jour où il décroche enfin le job de ses rêves, il est victime d'un accident et perd la vie. Mais alors que son âme se dirige vers l'au-delà, il s'enfuit et tombe dans le grand avant où les âmes se forment afin de rejoindre la Terre. Déjà derrière le magnifique vice-versa, Pete Docter creuse le sillon de l'animation avec une réflexion philosophique derrière. Et si Soul est un excellent film, il génère tout de même un peu moins d'émotion. Peut-être parce que son concept, qui génère un univers sacrément dense, ne lui permet pas d'exploiter à son plein potentiel et qu'on a parfois l'impression que ça s'enchaîne trop vite. Un petit souci qui ne doit pas faire oublier les prouesses esthétiques de la chose enchaînant les zones et les designs sacrément bien foutus, sans oublier un choix de faire cohabiter 2D et 3D dans une cohérence assez remarquable. Mais si l'aspect jazz du film a été mis en avant pendant toute la promo, celui-ci n'est cependant qu'un aspect qui semble souvent assez détaché du concept de l'œuvre. Mais surprise, c'est en cela qu'il en traduit le message même du film. Chacun a sa place sur Terre pour ses raisons, à son but, même si celui-ci est de ne pas en avoir. Et il suit son chemin. Évidemment, on aurait pu apprécier que le studio s'attarde aussi sur des âmes moins positives, ce qui lui aurait clairement apporté un plus, mais le fait de traiter le cycle de la vie de manière aussi douce le place comme un excellent film Pixar. De l'univers 22. J'ai eu Marie-Antoinette. Tu finiras par me faire perdre la tête. Tu passes à côté des bonheurs de la vie comme la pizza. Et pas de goût, pas d'odorat. Et pas de toucher. Bon, ça va, arrête, j'ai compris. Consacre chaque minute de ta vie à cultiver ce qu'il y a de mieux en toi. Ta force, ta passion. Ça fait je sais plus combien de temps que je suis là, et jusqu'à maintenant, rien ne m'avait donné envie de vivre. Voilà que tu débarques et tu te débats comme un dingue pour y retourner. Pourquoi? Ça vaut le coup d'aller voir. Oula! T'inquiète, elles vont bien. On ne broie pas les âmes ici. Pour ça, on les envoie sur Terre. Au passage, on notera, suite à un petit oubli de ma part, que dès 2019, l'arrivée sur Disney+ de Pixar a entraîné l'arrivée de courts-métrages nommés les Spark Shorts. Des courts-métrages qui actuellement sont au nombre de 7 ou 8 puisque ça va assez vite et qui donc permettent de mettre en avant quelques artistes de chez Pixar. On a aussi eu la série Fourchette, 10 épisodes autour du personnage de Fourchette, justement, de Toy Story 4. Et en 2021, les Pixar Popcorn, également donc des compléments de films, que ce soit pour Toy Story, Les Indestructibles, Cars, Coco, qui viennent une nouvelle fois compléter l'univers des films. Ce qui me cause un peu problème, c'est que c'est des films qui sont pas forcément faciles à voir, puisqu'il faut avoir Disney+, et qu'ils apportent forcément au film en question. Mais bon, au-delà de ça, ça reste des courts-métrages dont je pourrais malheureusement pas vous parler du coup pour l'instant. Luca est le film sorti le plus récemment par Pixar. Il est sorti le 18 juin 2021, soit à peine une semaine avant que je fasse cette vidéo. Le film est réalisé par Enrique Casarosa, aussi appelé Eric Maison-Rose, et au casting VO on retrouve Jacob Tremblay ou encore Maya Rudolph. Au casting VF, à part Chiara Mastroianni, sont essentiellement de jeunes acteurs. L'avantage de Pixar, c'est que même quand un film peut être considéré comme faisant partie de la deuxième moitié de tableau qualitatif, il reste excellent. Luca est un monstre marin, en tout cas c'est ainsi qu'il est défini ainsi que toute son espèce par les habitants d'une petite ville côtière italienne. Alors bien que, tel une sirène, il devienne humain à la surface, sa famille lui a toujours défendu de la rejoindre. Il y a des relents de la petite sirène là-dedans, mais si le film acquiert une identité, c'est grâce au contexte italien justement. L'ambiance chaude, le soleil de l'été en bord de mer, permettent à Luca de se différencier du tout venant de la production tout en livrant une histoire qui pourrait sentir le déjà-vu. Ici, contrairement à Soul ou vice-versa, on n'est pas dans un film qui crée un univers, mais dans une œuvre qui veut faire voyager dans celui qui est connu. C'est assez inédit chez Pixar et tout n'est pas parfait. Les références sont trop nombreuses et pas franchement subtiles et l'antagoniste est bien trop banal. Mais il est difficile de ne pas verser sa petite larme à la fin.
Difficile cependant de ne pas souligner la jolie BO aux accents du pays, mais aussi la qualité de l'écriture de la relation entre Alberto et Luca, celle-ci se voyant complexifiée par l'arrivée de l'humaine Giulia. Certains y voient un sous-titre ou un sous-texte gay, c'est pas impossible. Il est clair que la jalousie initiale d'Alberto peut être interprétée comme telle, ou comme une forte amitié qui est venue combler des mois si ce n'est plus de solitude. Quoi qu'il en soit, la relation entre les deux personnages est forte et c'est ce qui renforce un film sacrément bien animé et globalement très très réussi, malgré un manque d'originalité certain. Dites-moi les enfants, vous venez d'où exactement? Pour les projets à venir du studio, on notera cette fois-ci Turning Red, un film dont les images m'ont peu emballé pour l'instant, et surtout un film qui raconte l'histoire d'une fille qui, lorsqu'elle est excitée, se transforme en pandarou. Finalement, c'est un peu mon histoire. Et par la suite, on aura le projet Lightyear, qui n'est autre que les origines de Buzz l'éclair. Buzz qui sera cette fois-ci doublé par Chris Evans et plus par Tim Allen, empêtré dans des affaires judiciaires. À voir ce que donnera le résultat. Et en avant, donc malgré ces petits défauts ici et là, rappelle tout ce qu'est le studio Pixar, c'est-à-dire un studio qui développe des histoires qui sont tout aussi divertissantes, qu'elles peuvent plaire à un jeune public ou à un public plus âgé, parce qu'elles abordent aussi des sujets importants, des sujets qui sont forcément touchants. Les films Pixar sont des films qui savent faire rire, qui savent faire pleurer, et qui sont souvent en plus très bien animés, et qui apportent souvent une intrigue pleine d'action, pleine d'aventures. Globalement, si certains films sont un peu moins bons, on aura remarqué qu'aucun n'est réellement raté, et que tous les films valent le coup d'œil, à l'exception de 1 ou 2 courts-métrages. Alors on espère que la suite sera tout aussi bonne pour le studio, et qu'on saura se faire autant plaisir avec les prochains films à venir, que ce soit Saul, Luca, ou éventuellement d'autres suites, en espérant éviter tout de même un Toy Story 5, étant donné que le 4 clôture très bien l'histoire, mais qu'ils ont l'air d'être très attachés à la franchise. Alors n'hésitez pas à donner votre avis en dessous de la vidéo sur Pixar si vous les connaissez, si vous aimez leurs films. Si vous ne les aimez pas aussi, je serai toujours très heureux de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.